Bonjour, je suis Benoît Flo, conservateur au sein du réseau des médiathèques de Montpellier Métropole. Je vous souhaite la bienvenue pour cette conférence qui s'inscrit dans le cadre du cycle de conférences à l'occasion de la parution du livre La Nouvelle Histoire de Montpellier. Donc nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Pierre-Yves Kirchléger pour une conférence sur le rôle des protestants dans l'histoire de Montpellier. Donc la présentation de cette conférence part du paradoxe sur la relative modestie de l'empreinte architecturale au sein de Montpellier des bâtiments protestants, qui peut paraître surprenante pour un visiteur ou pour un nouvel arrivant à Montpellier, surtout quand on sait la place du protestantisme et des protestants dans la construction de l'identité culturelle de Montpellier. Donc je laisse monsieur Pierre-Yves Kirchléger nous en dire un peu plus sur le rôle des protestants dans cette histoire. Bonne conférence. Merci, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus si nombreux alors que nous sommes en pleine vacances scolaires. Alors c'est vrai que je m'étais un petit peu dévoué pour prendre le samedi des vacances scolaires, puisque dans notre cycle sur l'histoire de Montpellier, évidemment les samedis ne se valent pas tous. Alors je vous remercie d'être venus si nombreux, et je vais donc vous parler de l'histoire de Montpellier à travers le protestantisme, ce qui correspond dans le livre à deux chapitres différents, un pour l'époque moderne, 16e, 18e siècle, un pour l'époque contemporaine, 19e, 21e siècle, puisque l'ouvrage a été découpé chronologiquement. Et la lecture de ces deux chapitres que j'ai rédigés doit être complétée par la lecture du chapitre de mon collègue Stéphane Durand sur la vie politique au XVIe et au XVIIe siècle, ainsi que celui de ma collègue Hélène Berland sur la révocation de l'édit de Nantes en 1685. Voilà. Et comme ça, à travers ces quatre chapitres, vous avez en quelque sorte un très bon panorama de l'histoire du protestantisme. Alors, cette histoire n'est pas une histoire institutionnelle comme on pouvait la faire il y a 50 ans, mais une histoire qui embrasse, on pourrait dire, tous les domaines, puisqu'il ne faut pas réduire le domaine religieux, on pourrait dire, puisque ici on parle du protestantisme, au seul domaine ecclésiastique. L'objectif dans ces chapitres était de resituer le protestantisme dans l'histoire plus générale de Montpellier pour en saisir le visage, pour saisir les changements, pour saisir l'organisation de la communauté protestante au fil des siècles. L'idée, c'était de faire comprendre la culture religieuse des protestants, c'est-à-dire leur système de conduite, leur système de valeurs, et surtout leur rôle dans l'histoire de Montpellier. Alors, dans le temps prévu pour cette conférence, et bien sûr, il n'est pas question de tout dire, il ne s'agit pas non plus de redire ce qui a été écrit dans l'ouvrage, que je vous laisse découvrir si vous ne l'avez pas encore fait. Mon objectif est plutôt de mettre en lumière certains traits de l'histoire de Montpellier à travers le rôle joué par le protestantisme. Et pour cela, j'ai retenu 10 traits majeurs. Et on pourrait donc intituler cette conférence « Le rôle des protestants dans l'histoire de Montpellier en 10 points ». Voilà. Alors, le premier trait, c'est le paradoxe qui vous a été indiqué en introduction, c'est-à-dire le décalage que l'on constate entre l'importance du rôle joué par les protestants dans l'histoire de Montpellier et la faiblesse des traces laissées. Alors, l'importance du rôle joué, en effet, il faut le dire tout de suite, les protestants ont joué un rôle majeur, voire dominant, à certaines époques de l'histoire de la ville. Montpellier a été une capitale protestante à la fin du XVIe siècle. Montpellier a été une place forte militaire protestante au début du XVIIe siècle. Les protestants ont joué un rôle considérable
au XIXe siècle, et malgré cela, les traces laissées par le protestantisme sont finalement très faibles. Quel est le patrimoine historique protestant aujourd'hui dans la ville de Montpellier? On pourrait dire que l'inventaire en est très simple. Il y a un cimetière, le cimetière protestant de l'avenue de Palavas, ouvert en 1809, ce qui en fait le plus ancien cimetière de la ville de Montpellier, un cimetière et 2 temples, dans 2 styles différents, le temple de la rue Maglone et le temple de la rue Bruès. Le premier inauguré en 1870 et le second en 1882. Donc on pourrait dire, vous voyez, c'est très restreint, le patrimoine architectural légué par le protestantisme dans l'histoire de Montpellier, un cimetière et 2 temples. Et puis c'est tout. Alors évidemment, cela suppose quelques explications, puisque c'est vraiment en décalage par rapport au rôle joué par le protestantisme. Alors, le premier élément qu'il faut bien avoir en tête, c'est que le protestantisme produit peu d'édifices. Alors, ce qui s'explique avant tout, on pourrait dire, par la désacralisation que le protestantisme a opérée, désacralisation de l'institution d'église, et ce qui se voit par exemple dans la décoration extrêmement simplifiée des temples, désacralisation de l'espace, de manière plus générale. Le cimetière n'est pas un espace consacré, les temples ne sont pas des espaces consacrés, l'espace public n'a pas non plus à être marqué. Il n'y a donc pas de croix de carrefour, pas de croix de mission, il n'y a pas de chapelle pour le culte des saints. Ce qui explique donc, par rapport au catholicisme, qui s'inscrit de manière très prégnante dans l'espace, on comprend donc la faible présence, la faible visibilité du protestantisme. Le protestantisme, par contre, produit un patrimoine culturel important. Et là, on pourrait songer à la littérature, à la peinture, j'en dirai un peu plus tout à l'heure. Le protestantisme a produit également un patrimoine oral très important. Et là, il faut citer, bien sûr, la mémoire des Camisards, qui a été très bien travaillée par l'historien Philippe Joutard. Et il a montré comment, jusqu'à la fin du XXe siècle, cette mémoire des Camisards a constitué un patrimoine oral très important qui se transmettait de génération en génération. Et puis le protestantisme a produit également des lieux de mémoire. Des lieux de mémoire, mais ce n'est pas tout à fait non plus, vous voyez, un patrimoine architectural. Alors on pourrait dire que c'est la deuxième caractéristique que je voudrais mettre en avant dans cette histoire des protestants à Montpellier, c'est que l'importance que le protestantisme accorde aux lieux de mémoire s'explique par ce trait majeur qu'il faut souligner dans l'histoire du protestantisme français, c'est qu'il s'agit d'une histoire dramatique qui a été marquée par une rupture, celle de l'interdiction du protestantisme en France à partir de Louis XIV. Alors vous le savez sûrement, c'est ce que l'on appelle la période du désert, en référence à la traversée du désert biblique. Et c'est une expression qui a donc donné son nom au musée protestant qui retrace cette période, le musée du désert, que l'on connaît bien dans la région, puisqu'il est situé dans le Gard, à Mialet. Et cette période du désert, elle s'étend de la révocation de l'édit de Nantes en 1685 par Louis XIV jusqu'à la veille de la Révolution française en 1787. Alors, en effet, en 1685, Louis XIV a souhaité réunifier, au point de vue religieux, le royaume de France. Parce que le royaume de France a cette originalité en Europe depuis la Réforme, c'est qu'il s'agit d'un royaume où coexistent les deux confessions, protestantisme et catholicisme. Alors il s'agit d'une originalité, puisque dans la plupart des pays européens, la séparation s'est faite
la séparation religieuse s'est faite selon les frontières politiques. Selon cet adage en latin que l'on répète à l'époque, cuius regio eius religio, c'est-à-dire finalement à chaque prince, à chaque royaume, sa religion. La religion du prince, la religion du roi. Le meilleur exemple, c'est bien sûr l'Allemagne, alors qu'on n'appelle pas à l'époque Allemagne, puisque l'Allemagne n'est pas un seul pays, mais un ensemble, un grand nombre d'États. L'Allemagne n'est pas encore unifiée en tant qu'État, et donc elle est constituée de plusieurs centaines de royaumes, principautés ou villes, et finalement chaque prince en Allemagne va donner la religion de sa principauté. Et donc en France, on a une originalité, c'est que le roi est catholique, mais le royaume est partagé confessionnellement. Au XVIe siècle, cela va se traduire par des conflits qu'on appelle les guerres de religion, auxquels met fin le roi Henri IV à travers précisément l'édit de Nantes en 1598. Et c'est donc sur cette partition religieuse que Louis XIV souhaite revenir, selon un principe qui tient en 3 mots: un roi, une foi, une loi. Donc Louis XIV va réunifier au point de vue religieux son royaume, il interdit donc le culte protestant, il donne 15 jours aux pasteurs protestants pour quitter le royaume, et il fait détruire tous les temples. Et les protestants qui refusent de se convertir et de se conformer au rite catholique sont privés d'existence légale. Puisqu'à l'époque, il n'y a pas d'état civil. L'état civil, comme on l'appelle aujourd'hui, est en fait un état civil catholique. Il est tenu par les curés de paroisse. Ce sont donc les registres, non pas de naissance, de mariage et de décès, mais ce sont des registres de baptême, de mariage et d'obsèques. Et donc les protestants qui ne voudraient pas suivre les cérémonies catholiques n'auront donc pas de baptême catholique, pas d'obsèques catholiques, ils n'auront donc pas d'état civil. Et les persécutions vont durer pendant plusieurs décennies, elles vont se calmer à partir du milieu du XVIIIe siècle, mais il faut attendre 1787, la veille de la Révolution française, pour que les protestants retrouvent une existence civile, officielle. Il s'agit de l'édit de 1787, qu'on appelle souvent édit de tolérance, mais c'est en fait un peu inapproprié. Il s'agit, au sens précis du terme, de l'édit sur les non-catholiques, c'est-à-dire un édit qui accorde aux non-catholiques un état civil. Et c'est par contre la Révolution française, en 1789, qui accorde la liberté religieuse pleine et entière, c'est-à-dire la liberté de conscience et la liberté de culte. Et donc à partir de là, le protestantisme est à nouveau libre en France. Mais voyez donc, cette rupture explique la disparition de tout le patrimoine architectural protestant du XVIe et du XVIIe siècle. Tout a été rasé. Et à Montpellier, 2 temples avaient été construits. En 1565, le premier, qu'on appelle le Grand Temple, qui était situé sur la place Chabanot. Donc vous voyez la petite place située juste derrière la préfecture. La préfecture est constituée de 2 parties différentes. La façade que l'on voit sur la place de la préfecture, et puis sur le côté, quand on regarde la préfecture, sur le côté gauche, vous avez la place Chabanot et la partie ancienne de la préfecture. Et c'est à peu près là, sur la place Chabanot et sur la partie ancienne de la préfecture, donc qu'était situé l'ancien temple, le grand temple. Et puis, les protestants étant nombreux à Montpellier, un second temple avait été construit, qu'on appelle le Petit Temple, érigé en 1601 sur l'actuelle place Saint-Côme.
Mais le petit temple est rasé en 1670 et le grand temple est rasé en 1682 lors de la politique de restriction des libertés protestantes menée par Louis XIV, une politique qui va conduire justement à l'interdiction du protestantisme. Alors, le plus étonnant étant que ces démolitions se font aux frais des protestants. C'est d'ailleurs pour cette politique de Louis XIV qu'est représenté sur l'un des médaillons de la porte du Pérou Louis XIV triomphant de l'hérésie. L'un des 4 médaillons, c'est le médaillon, puisque la porte est ornée de 4 médaillons qui illustrent les grandes victoires de Louis XIV, soit des victoires militaires, soit une victoire religieuse. Et ici, l'un des médaillons représente donc la foi, c'est-à-dire la foi catholique, terrassant l'hérésie protestante. Et alors, une anecdote raconte que dans la rue du Pilat-Saint-Gély, en 1948, lors de travaux, on a découvert dans l'épaisseur d'un mur une douzaine de livres protestants. Des livres qui avaient été interdits après la révocation de l'édit de Nantes et qui avaient été emmurés là par un certain Rouquette pour éviter qu'ils ne soient détruits. Et le découvreur de ces livres raconte avec émotion que la Grande Bible contenait encore le lorgnon du lecteur qui avait été laissé comme signé pour marquer la page où la lecture avait été interrompue. Alors, à partir de là, les persécutions contre les protestants ont duré jusqu'au milieu du XVIIIe siècle et Montpellier a été le lieu d'exécution d'un certain nombre de pasteurs clandestins ou de prédicants clandestins qui avaient été arrêtés donc pour crimes de religion. Et la dernière exécution sur l'esplanade a eu lieu en 1754. Et si vous promenez sur l'esplanade en direction du Pérou, en direction du Quorum, si vous promenez sur l'esplanade en direction du Quorum, vous verrez sur la droite, le long de l'allée, dans les pelouses, une stèle qui a été installée par la municipalité en 2008 et qui rappelle justement ces heures tragiques et ces exécutions. Alors pour comprendre l'impact qu'a eu cette rupture à Montpellier, il faut souligner, et c'est je pense le troisième point majeur, il faut souligner que Montpellier a été au XVIe siècle très largement ouverte aux idées nouvelles du protestantisme, qui a connu un succès foudroyant dans la ville, et Montpellier est devenue une capitale calviniste. Alors, il faut préciser peut-être que la réforme protestante est née un petit peu plus tôt, au début du XVIe siècle, à l'initiative d'un moine en Allemagne, Martin Luther, et la naissance qu'on considère comme un peu officielle du protestantisme et l'affichage par la publication par Martin Luther en 1517 de 95 thèses. Ces thèses ont pour objectif non pas de créer une nouvelle confession, mais de réformer, de contribuer à une réforme de l'Église catholique. C'est là l'objectif de Luther. On est dans un contexte de bouillonnement intellectuel, celui de la Renaissance. On est dans un contexte de critique du clergé. Et en effet, un certain nombre de clercs ont des mœurs qui sont en décalage par rapport à leur idéal. On est aussi dans un contexte d'angoisse vis-à-vis du salut, vis-à-vis de la mort. Et Martin Luther structure à partir de là ce qui lui semble être une réforme nécessaire de l'Église catholique, autour de quelques grandes affirmations théologiques, qu'on résume en général à travers quelques expressions simples: Dieu seul, l'Écriture seule, les Saintes Écritures seules, la grâce seule. Et ce sont finalement ces grandes affirmations théologiques qui vont devenir les grands principes de la réforme protestante. À partir de là,
les idées luthériennes se répandent comme une traînée de poudre dans toute l'Europe. Et à Montpellier, on en trouve les traces dès 1528, lorsque 3 étudiants de l'université de médecine, venant de diverses régions françaises, sont poursuivis pour hérésie. Et en effet, on s'aperçoit que les milieux universitaires, les milieux étudiants et les milieux marchands sont les premiers touchés par les idées protestantes. Alors on pourrait citer par exemple qu'en 1555, le recteur de l'université de droit embrasse le protestantisme, de même que le doyen de la faculté de théologie, et on connaît bien l'influence des étudiants étrangers à travers l'histoire, le témoignage des frères Plater, qui ont été popularisés par l'historien Emmanuel Leroy-Ladurie. Les frères Plater viennent de Suisse, de Bâle, une ville qui est protestante depuis 1527. Et lorsque les frères Plater viennent l'un après l'autre étudier la médecine à Montpellier, bien sûr, ils amènent avec eux leur nouvelle confession. Et en particulier, Félix Plater raconte que le soir, une fois que l'on a fermé les volets et la porte, il lit la Bible à son logeur. Et alors bien sûr, c'est comme ça que les idées protestantes se diffusent. Et alors on comprend aussi pourquoi les marchands jouent un rôle particulier. Les marchands se déplacent, ils transportent avec eux, bien sûr, les ouvrages, les Bibles et les traités théologiques qui diffusent les nouvelles idées. Donc, à partir de cette diffusion des nouvelles idées, se structure une église protestante. Une église réformée est solennellement dressée à Montpellier en février 1560. On pourrait dire que c'est la naissance officielle du protestantisme à Montpellier, 1560. Alors, le protestantisme trouve des adhérents dans toutes les catégories de la société. Le monde du tissage, celui du cuir, celui de la métallurgie semblent les plus touchés. Les artisans représentent, d'après les sources, environ la moitié des réformés. On a ensuite les professions intellectuelles qui sont aussi particulièrement touchées, alors les médecins, les avocats, les notaires, qui appartiennent à l'élite urbaine et qui vont devenir les futurs cadres du protestantisme. Et puis il y a le petit peuple, en particulier les laboureurs, qui sont plus nombreux que ce que l'on a longtemps cru. Un tiers d'entre eux adhèrent au protestantisme au début du XVIIe siècle. Donc le protestantisme montpelliérain se révèle particulièrement conquérant. C'est assez étonnant, et puis surtout parce qu'il rallie au-delà du champ de recrutement que l'on a considéré un peu comme naturel, c'est-à-dire au-delà de l'élite intellectuelle sachant lire. Voilà. Non, le protestantisme à Montpellier est dynamique. Il répond évidemment on pourrait dire à des besoins, en tout cas à une envie peut-être de vivre sa foi différemment, et le protestantisme, fort de cette dynamique, va se rendre maître de la ville. Et il fait de Montpellier une capitale calviniste. Alors, au point de vue politique, par exemple, en 1561, 5 des 6 consuls de la ville sont protestants. La ville va devenir une place de sûreté militaire à partir de 1577, et les protestants à Montpellier représentent environ 60% de la population vers 1600. Et c'est simplement la paix d'Alès, en 1629, qui va mettre fin à cette domination protestante dans la ville et va permettre une reconquête par le catholicisme. Donc 1629. Jusque-là, Montpellier peut être considérée comme une capitale protestante et une capitale aussi culturelle, qui attire. On l'a parfois surnommée la Petite Genève, même si le titre est disputé avec la ville de Nîmes.
Alors, par exemple, c'est le protestantisme qui attire en 1594 le premier imprimeur permanent de la ville. Tous les professeurs de l'université sont protestants dans les années 1610. Et on va même fonder une école de théologie, alors d'abord installée près du Petit Temple, qui va être après transformée en académie de théologie, et on peut donc la considérer comme le très lointain ancêtre de l'actuelle faculté de théologie protestante. C'est d'ailleurs comme ça qu'est présenté sur une plaque de marbre dans le hall de la faculté de théologie l'histoire de cette faculté. Et puis si l'on prend un autre témoignage de cette emprise du protestantisme dans la ville, il faut s'arrêter sur la description que l'on a conservée du Grand Temple, de la place Chabanot. Il était, nous dit-on, exceptionnel. Alors je vous donne cette description. La toiture était supportée par un arc unique d'une longueur extraordinaire. La clé de voûte portait les armes de l'amiral de Châtillon. Il y avait du côté de la grande porte une galerie qui avait été construite grâce à un don d'un prince allemand, le prince du Palatinat. Le temple était décoré de vitraux, et donc les visiteurs étrangers allaient le voir comme une curiosité, et certains disent qu'il passait pour le plus beau temple d'Europe. Voilà. Donc on comprend, à travers tous ces éléments, l'importance qu'a eu le protestantisme au XVIe et au début du XVIIe siècle. Alors, quatrième point, bien sûr, je vous ai dit que le protestantisme représentait environ 60% de la population vers 1600, ce qui veut donc dire qu'il reste encore 40% de la population catholique. Alors, c'est important de le dire, la frontière qui sépare catholiques et protestants est plus nuancée que tranchée. Et la coexistence à Montpellier semble peut-être plus mesurée qu'ailleurs. On a souvent pensé que la séparation était stricte et nette. Or, en fait, les historiens qui se sont penchés sur cette question depuis une quinzaine d'années ont montré que la séparation confessionnelle s'était faite progressivement. Elle s'était faite, bien sûr, à travers des violences. Et en particulier, on sait qu'il y a eu des destructions d'églises importantes par les protestants au nom de l'iconoclasme. Il ne faut pas faire d'images taillées de Dieu. Il y a eu aussi destruction de la part des catholiques. Par exemple, le Grand Temple est rasé et détruit une première fois, il va donc être rebâti après 1568. Il y a aussi la violence menée par la politique de reconquête de l'État, et c'est le siège de Montpellier par Louis XIII en 1622. Voilà. Mais il y a quand même une originalité à Montpellier. Il n'y a pas, par exemple, de massacre de la Saint-Barthélemy en 1572, alors que l'on sait que la Saint-Barthélemy, il y a bien sûr le grand massacre parisien, mais il y a aussi une vague de Saint-Barthélemy dans tout le royaume de France. On note même, alors ça c'est assez cocasse, en novembre 1561, il y a un accord devant notaire entre le chapitre catholique et la nouvelle institution réformée qu'on appelle le consistoire, un accord selon lequel 3 églises catholiques sont destinées au culte protestant, dans la mesure où, évidemment, ce sont une partie des fidèles catholiques qui sont passés aux idées de la Réforme. Ils revendiquent donc l'usage de certaines églises. Et le chapitre catholique signe donc devant notaire cet accord qui attribue aux protestants l'église de Notre-Dame-des-Tables, alors l'ancienne Notre-Dame-des-Tables, qui était située rue de la Loge, et qui est dès lors dénommée Temple de la Loge, ainsi que l'église Saint-Matthieu, qui était celle des médecins, alors ce qui nous donne aussi une indication sur l'ampleur de la percée du protestantisme au sein du corps médical.
Et les protestants semblent, je cite, vivre en assez bons termes avec les papistes dans cette région, écrira le Britannique John Locke lorsqu'il visite la région en 1676. Et en effet, on s'aperçoit que les sources nous montrent la séparation entre protestants et catholiques est très variable. Par exemple, le premier protestant a bénéficié d'un cimetière séparé. C'est un professeur de médecine, Jean Bocot, qui décède en juillet 1561, mais il n'a pas demandé à être enterré séparément. Il souhaitait être enterré au cimetière habituel, là il s'agissait du cimetière Saint-Denis, simplement selon le rite protestant. Et c'est l'opposition des catholiques à voir leur cimetière souillé par des hérétiques qui va conduire les protestants à créer leur propre cimetière. Et il est alors situé à peu près sous l'actuelle citadelle, c'est-à-dire en dehors de la ville. Autre exemple de cette mixité confessionnelle qui concerne bien des maisons, on a retrouvé les testaments de jumeaux, les frères Balthazar et Pierre Maffre. Le premier est catholique, le second est protestant. Or, ils font testament commun en 1622. Et chacun fait de l'autre l'héritier universel. Autre exemple tout à fait intéressant, dans une famille aristocratique, celle des seigneurs du village de Castries, la famille de la Croix, qui est une famille très majoritairement catholique. L'une des femmes, Tiphaine de la Croix, est protestante. Elle va épouser en premières noces le docteur Guillaume Rondelet, qui est professeur à l'université de médecine et qui est protestant. La fille de ce premier lit est protestante et elle épouse un noble protestant. Par contre, lorsque Tiphaine de la Croix va se remarier, son second mari sera catholique et la fille née de ce second mariage sera catholique. Donc vous voyez que les unions matrimoniales sont plus complexes que ce que l'on pourrait penser, parce que les unions matrimoniales relèvent aussi évidemment d'un choix social tout autant que d'un choix confessionnel. On pourrait dire de manière plus générale que, bien sûr, il y a le protestant, à cette époque-là, se singularise dans la sphère religieuse et privée, mais ça ne veut pas dire que dans le champ social, il se singularise. Il peut aussi se comporter comme un homme de son temps, c'est-à-dire que face aux violences, les notables vont s'entendre, catholiques et protestants, sans distinction de religion, pour essayer de limiter les violences. On peut même lire cette anecdote, alors on ne sait pas évidemment si elle est exacte, mais en tout cas elle est assez croustillante, dans les mémoires du maréchal de Richelieu, qui est devenu gouverneur du Languedoc. Alors je vous lis ce petit passage. Madame de Roquefeuille avait été prévenue si favorablement à mon égard, par ma réputation de galanterie, que je n'eus guère de la peine de lui dire 3 fois qu'elle était charmante, pour qu'elle me sacrifiât le vieux chevalier du Chéla, qu'il aimait depuis 6 ans. Mais lorsqu'elle se laissa conduire un soir dans mon cabinet, elle rencontra malheureusement une dame dans l'escalier. « Monsieur le duc, me dit-elle, permettez-moi de vous faire une question. Quelle est la dame qui sort d'ici ? Je ne puis vous le dire. C'est donc une rivale, supposez-le. Je fais mieux que le supposer, car je reconnais là son bracelet qu'elle a oublié. » C'était vrai, et je ne pus reprendre le fatal bracelet avant que madame de Roquefeuille en vût le chiffre. Elle poussa un cri d'effroi. « Qu'avez-vous donc, lui dis-je. Monsieur le duc, adieu. Je ne puis rester ici. »« Mais pourquoi ? Je vous pardonnerai 10 rivales, mais jamais celle-ci. Partagez votre amour avec madame de... » 3 petits points, le duc ne dit pas qui c'est. « Que vous a-t-elle fait ? Demande-t-il. « À moi rien, mais c'est une huguenote. » J'eus beau faire, commente le maréchal, madame de Roquefeuille ne voulut jamais consentir à succéder dans mon cabinet à une protestante.
Et il conclut « Le Languedoc était alors déchiré par l'intolérance la plus amère. Messieurs du clergé avaient un zèle de persécution qui me brouilla quelquefois avec eux. » Autre anecdote assez savoureuse, je vous ai dit que le grand temple avait été détruit, place Chabanot, et à la place du grand temple est érigée une croix de pierre monumentale qui symbolise la reconquête catholique. En 1685, le grand temple est détruit, donc en 1682, pour être précis. Or, la grande croix monumentale, symbole de cette reconquête catholique, doit être déplacée dès 1685-1686 pour dégager l'entrée du bâtiment qui va être construit, qui est construit à la demande de l'évêque, le cardinal Bonzi, pour loger sa maîtresse. Alors évidemment, l'affaire fait scandale et le cardinal Bonzi, pour sauver les apparences, va vite marier sa maîtresse au comte de Ganges, un époux qu'on va dire complaisant, résolu à ne rien voir. Et c'est pour ça que le bâtiment s'appelle donc l'hôtel de la comtesse de Ganges. Voilà. Alors, cinquième trait de cette histoire du protestantisme à Montpellier, un trait assez intéressant, c'est que Montpellier est une ville cosmopolite qui va attirer un tourisme protestant. Voici par exemple ce que l'on peut lire dans un ouvrage du XVIIIe siècle qui a un certain succès, qu'on appelle les Lettres de Madame Dunoyer, l'air de Montpellier, qui passe pour un des plus purs du monde, et l'habileté des médecins, dont la faculté est si renommée, y attire un grand nombre d'étrangers de différents royaumes. Et en effet, on a nombre de voyageurs allemands, britanniques, américains même, et qui sont attirés dans la région par ce passé protestant au XVIIIe et au XIXe siècle. Ils nous le racontent dans leurs lettres. Ils viennent justement voir cette région qui a été une terre d'élection du protestantisme. Ils connaissent aussi très souvent l'histoire de la guerre des Camisards, qui a eu un fort retentissement en Europe. Par son originalité, c'est-à-dire une guerre où on a les armées royales qui sont tenues en échec pendant plusieurs années par un petit peuple qui n'est pas habitué de la chose militaire. Les révérends pasteurs américains, par exemple, viennent chercher des contacts avec leurs coreligionnaires, nombreux et actifs. On connaît aussi le récit du jeune Johann Fisch, jeune étudiant en théologie originaire de Suisse, qui vient visiter le Languedoc en 1788, et il a ces quelques remarques assez intéressantes. Il trouve les ouvriers protestants plus travailleurs et plus sobres, et partant moins exposés à la misère que les ouvriers catholiques. Et puis il souligne aussi un grand manque, c'est l'absence de bibliothèque publique. Alors il dit, celui qui veut lire ou simplement consulter un livre doit l'acheter lui-même. Et il trouve ça assez rétrograde par rapport à ce qu'il connaît en Suisse. Et il voit l'explication de ce fait dans la situation religieuse, c'est-à-dire le climat de reconquête catholique, de contre-réforme. Et il dit, c'est le clergé catholique qui trouve nuisible l'aménagement d'une bibliothèque publique. Voilà. Et c'est vrai que lorsque l'on visite l'actuel cimetière protestant de l'avenue de Palavas, on constate qu'il abrite un grand nombre de tombes étrangères, des Britanniques, des Allemands, des Américains, des Finlandais, que l'on peut toujours voir actuellement et qui sont bien le témoignage de ce cosmopolitisme. On vient visiter le passé protestant, on vient aussi se soigner, et malheureusement, la médecine soigne mal, donc on meurt aussi beaucoup à Montpellier. Et au XVIIIe, au XIXe siècle, on ne rapatrie pas les corps, ou très rarement, et ils sont donc enterrés à Montpellier. Alors, sixième point, après cette période de rupture du désert, Montpellier voit un renouveau du protestantisme à partir de la Révolution française. Ce renouveau s'appuie sur le fait que les conversions au catholicisme ont souvent été feintes. D'ailleurs, les curés ne se font pas d'illusions après la révocation de l'édit de Nantes.
ils disent que la plupart sont des catholiques de bouche, catholiques de bouche, mais restent des protestants de cœur. Et quand les persécutions prennent fin, donc à partir du milieu du XVIIIe siècle, les familles protestantes, finalement, reprennent une certaine position dans la ville. Et au début du XIXe siècle, se reconstitue donc une église protestante, qui va être particulièrement dynamique, mais évidemment à une échelle beaucoup moindre. 60% de la population, je vous avais dit, était protestante en 1600. Au début du XIXe siècle, on estime la population protestante de la ville à 7%. 7%, c'est-à-dire, c'est bien sûr très peu, mais c'est quand même supérieur à la moyenne du département de l'Hérault, 5%, et c'est bien supérieur à la moyenne nationale, qui est plutôt de 2%. Alors ce pourcentage va diminuer un petit peu quand la ville va grossir, après 1850, mais il va rester très stable, et on estime qu'entre 1850 et 1950, le pourcentage de protestants à Montpellier est de l'ordre de 4-5%. Alors comme il y a reconstitution du protestantisme, bien sûr, il faut un temple, et ce temple, il est acheté. C'est une ancienne église, l'église du couvent des Cordeliers, dans l'actuelle rue de Verdun, qui est achetée, qui sera ensuite revendue lorsque les protestants vont construire le temple de la rue Maglone. Et ce bâtiment va vivre une autre vie, c'est l'actuel Roxtor, dont on reconnaît bien la façade, qui est une façade d'église. Voilà. La communauté protestante à Montpellier a un visage très diversifié, et les registres nous montrent tous les métiers très divers occupés par les protestants. On a bien une société complète, on pourrait dire, depuis ses plus pauvres, que l'Église protestante soutient, ses classes populaires, ouvrières, bien sûr, ses classes moyennes et ses élites. Et alors justement, c'est le 7e point qu'il faut mettre en valeur, c'est que Montpellier a vu l'émergence d'une grande bourgeoisie protestante, dont l'influence est, on pourrait dire, sans équivalent, et même sans commune mesure avec le nombre de ses membres. La position sociale des protestants est telle que la tendance est toujours à les croire plus nombreux qu'ils ne le sont en réalité. Alors je vous l'ai dit, ils sont, vous voyez, en 1850, 5% de la population. Alors c'est une grande bourgeoisie qui s'investit dans la manufacture, puisque Montpellier est à l'époque une ville manufacturière importante. C'est une bourgeoisie commerçante, aussi une bourgeoisie financière, et qui va s'investir dans la possession foncière. Elle va donc jouer un rôle important dans la modernisation économique de la ville. Et on va donc retrouver des protestants nombreux dans les postes à responsabilité. Je vous donne cet exemple. À la Chambre de commerce, sur les 9 sièges, 4 sont réservés à des négociants protestants. Et la Chambre de commerce est présidée à 5 reprises par des protestants au cours du XIXe siècle, à 5 reprises sur les 16 présidences. Si l'on regarde les administrateurs de la Banque de France locale, sur les 25 noms d'administrateurs, 11 sont protestants. Donc vous voyez, on a bien une surreprésentation des protestants par rapport à la population de Montpellier, où ils ne sont que 5%. Alors la petite histoire raconte même que la plus belle dame de Montpellier, en 1852, est une protestante. Alors si vous avez vu l'exposition Basile, vous l'avez aperçu, puisqu'il s'agit de Madame Gaston Basile, la mère du peintre. C'est en tout cas comme cela qu'elle est présentée à Napoléon III lors du bal qui est organisé à la préfecture pour la visite qu'il fait en 1852. Alors, de manière plus sérieuse, cette bourgeoisie protestante s'installe bien sûr dans des grandes demeures, souvent les grandes demeures aristocratiques qui avaient été vendues par les nobles à la Révolution française. Et puis, elle va aussi contribuer à construire les faubourgs nouveaux de Montpellier
où bien sûr on construit des résidences plus confortables, moins à l'étroit. Et si la bourgeoisie catholique s'installe plutôt au nord de la ville, la bourgeoisie protestante va surtout choisir ses quartiers du côté du cours Gambetta et de la rue Marceau. Et par exemple, le bel immeuble du Dôme, à l'angle de l'avenue Clémenceau et du cours Gambetta, est construit par la famille Poitevin de Montréyan, dans un très beau style haussmannien. Et la vie en ville, bien sûr, ne se conçoit pas pour cette bourgeoisie sans une vie à la campagne. Et donc, cette bourgeoisie acquiert des grands domaines à l'extérieur. Alors, c'est le domaine de Méric, immortalisé par Frédéric Basile, mais c'est aussi le château Levatte, aujourd'hui, bien sûr, qui a été rattrapé par la ville, mais qui était situé à l'extérieur, et ainsi de suite. Le domaine du Terral, à Saint-Jean-de-Védas, le domaine de Verchamp, de Viviers, à Jacou. Voilà. Et non seulement on achète des propriétés à l'extérieur, mais on va aussi les faire fructifier. Et ces grands propriétaires, et c'est assez intéressant, s'attachent souvent à la gestion directe de leurs terres. Et ils vont donc essayer de développer des systèmes agricoles innovants. Et c'est comme ça que Gaston Basile, le père du peintre, va développer le domaine de Saint-Sauveur, à Latte, autour de vignobles de qualité. Et il va participer aux expérimentations pour lutter contre le phylloxéra, aux côtés du célèbre Planchon. Alors, cette bourgeoisie protestante va aussi participer au rayonnement culturel et intellectuel de Montpellier. Alors, j'ai cité le peintre Frédéric Basile, on pourrait aussi citer le peintre Eugène Castelnau, dont on peut voir certaines œuvres au musée Fabre, le peintre Max Lénard, qui lui va aussi représenter l'histoire du protestantisme de la région. Et vous avez au musée Fabre une très belle, très grande toile dans l'un des grands escaliers qui représente les prisonnières de la tour de Constance, prisonnières huguenotes de la tour de Constance. Dans le domaine intellectuel, signalons, ça c'est un fait peu banal, qu'en 1905, les doyens des 5 facultés sont tous protestants. Là aussi, on a bien une surreprésentation assez étonnante. Alors bien sûr, 1905, c'est sûrement l'apogée de cette influence protestante dans l'université, mais elle est bien le reflet d'une présence continue dans les universités montpelliéraines. De véritables dynasties, d'ailleurs, peuvent être retrouvées. J'ai pu ainsi retrouver que la famille Bertin occupe à la faculté de médecine la chaire d'hygiène sans discontinuer de 1877 à 1957. Alors, on pourrait citer les doyens des facultés des sciences, de la faculté des sciences, Daniel Encontre, Félix Dunal, Gustave Chancel, Paul de Rouville, Samuel d'Hauteville. On pourrait citer à la faculté de médecine, de la même manière. À la faculté de médecine, d'ailleurs, les protestants assurent un quasi-monopole sur la fonction de doyen entre 1880 et 1920. On peut donc dire que Montpellier renoue avec son rôle de capitale intellectuelle protestante qu'elle avait eu à la fin du XVIe siècle, et ce rôle est renforcé par l'installation en 1920 de la faculté de théologie protestante de Montauban, qui est transférée donc à Montpellier en 1920. Alors, 8e trait caractéristique, Montpellier se caractérise également par un fort engagement politique des protestants. Alors ça se voit par exemple par le nombre trop important de protestants à la tête de la municipalité au XIXe siècle. Je pourrais vous les citer, Louis-Michel Castelnau, Paulin Desours-Farel, Salomon Dessalles-Pocel, Jean-Albin Parlier et surtout Jules Pagési, le grand maire du Second Empire, celui qui va repenser la vieille ville, développer l'osmanisation. L'un des adjoints de Jules Pagési, c'est Gaston Basile, qui lui est justement chargé de l'urbanisme. Et ces maires protestants, on pourrait aller étendre la liste jusqu'à Jean Zuccarelli, qui a été maire donc entre 1937 et 1941, puis entre 1953 et 1959. Voilà.
Alors, s'il y a une originalité des protestants en politique, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à l'attitude des catholiques à Montpellier. Parce que l'aristocratie et la bourgeoisie catholique sont restées légitimistes. Elles se sont donc placées dans une position de retrait vis-à-vis des nouveaux régimes que les protestants, un retrait que les protestants n'ont pas, et donc ils ont souvent été nommés maires lors de ces changements de régime. Et d'ailleurs, en 1881, pour bien manifester leurs différences vis-à-vis de l'Église catholique et surtout vis-à-vis de Monseigneur de Cabrières, le très royaliste évêque de Montpellier, les protestants vont faire inscrire sur la façade du temple de la rue Maglone la devise « Liberté, égalité, fraternité ». Alors une devise qu'on ne voit plus aujourd'hui depuis la rénovation de la façade, mais que l'on voit encore sur les anciennes cartes postales de Montpellier. Alors, bien sûr, je ne peux pas détailler cela. Rappelons simplement à une autre période, lors de la Seconde Guerre mondiale, comment Montpellier s'est caractérisé par une résistance protestante précoce autour de, par exemple, des professeurs de la faculté de droit, René Courtin, Alfred Légal. À la faculté de médecine, le doyen Gaston Giraud va contourner le numerus clausus imposé par Vichy pour inscrire des étudiants juifs. On pourrait citer des protestants qui ont payé de leur vie leur engagement résistant, comme Jean Guisonnier, qui a donné son nom à l'une des casernes de pompiers de la ville, le major Georges Flandre, officier de l'armée du salut, ou le commandant Pierre Collin, qui était commandant dans l'armée de l'air, qui a mis en place une filière d'évasion et une stèle, d'ailleurs, lui rend hommage à l'aéroport de Fréjorgues, puisqu'il va être arrêté et exécuté en 1944. Bien sûr, il faut aussi signaler l'aide que vont apporter un certain nombre de protestants dans le plus grand secret aux Juifs persécutés. On peut citer ici un nom, Suzanne Planchon, veuve de l'historien Ernest Babu, qui recevra en 1976 la médaille des Justes. Voilà. Dernier exemple de cette forte présence politique, c'est un détail mais c'est révélateur, en 1977, juste après l'élection de Georges Frêche, le premier débat public auquel il participe a lieu à la faculté de théologie protestante. Voilà. Alors, 9e point caractéristique, pour élargir cet engagement, on pourrait dire que les protestants de Montpellier sont des hommes et des femmes investis dans la cité, ce qui se traduit par la création d'innombrables œuvres religieuses, bien sûr, mais aussi éducatives, sociales, charitables, des écoles, par exemple, alors ces écoles qui ont fonctionné, les écoles qui étaient autour du temple de la rue Bruès ont fonctionné jusqu'à la fin des années 1960. On peut signaler aussi, bien sûr, la création en 1844 de l'asile des vieillards, selon le nom de l'époque, qui est devenu la maison de retraite protestante. L'asile des vieillards a d'abord été installé rue Maglone, autour du temple de la rue Maglone, et puis il a été transféré pour être agrandi en haut de la route de Mende, où il existe encore aujourd'hui. Voilà. Un autre exemple, c'est la librairie. Les protestants ouvrent une librairie rue Anatole France, qui existe encore de nos jours. Voilà. Bon, et tout cela m'amène à mon 10e et dernier point, pour finir ce panorama, c'est que le protestantisme, au cours du XXe siècle, s'est considérablement étoffé et diversifié. Et oui, parce qu'en fait, le protestantisme est divers. Souvent, d'ailleurs, on a du mal à le comprendre. Quand on compare ça à l'Église catholique, qui est une Église unifiée, qui regroupe finalement l'ensemble des sensibilités catholiques. Dans le protestantisme, cette unification n'existe pas, et finalement, les sensibilités se traduisent par la création, l'existence d'églises différentes. Et donc on a parfois du mal à s'y retrouver.
Alors, à Montpellier, les choses étaient finalement assez simples, puisque les réformés représentaient l'ensemble des protestants jusqu'aux années 1940. Et puis, après la Seconde Guerre mondiale, le protestantisme s'est diversifié. La création d'une église adventiste, qui a par exemple ouvert une maison de retraite à Clapiers, la création d'une église pentecôtiste en 1948. Et puis le phénomène est en croissance jusqu'à avoir aujourd'hui plus d'une trentaine d'églises ou communautés protestantes différentes. Alors je pourrais vous citer ces noms qui peut-être ne vous évoquent rien, mais on a des méthodistes, des libristes, des charismatiques, des quakers, des darbistes, et puis des églises ethniques, des églises tziganes, églises africaines, églises malgaches, églises coréennes, églises chinoises protestantes. Alors si certaines de ces églises naissent du terreau montpelliérain, d'autres apparaissent grâce à des missionnaires extérieurs, missionnaires anglo-saxons, missionnaires américains, grâce aussi bien sûr à l'apport migratoire, puisque la ville de Montpellier se développe énormément depuis les années 1960 et 70. Alors ce sont des églises qui souvent s'appuient sur des courants, on pourrait dire d'abord des courants musicaux plus modernes, sur une forme de louange différente. Ce qui fait que ce que l'on appelle donc ces églises évangéliques, pour les regrouper comme ça sous cette appellation, recrutent leurs membres plutôt parmi des générations plus jeunes. Ce qui correspond d'ailleurs très bien à la démographie assez particulière de Montpellier. Montpellier est une ville très jeune. Et donc ces églises connaissent une croissance particulièrement forte, justement en lien avec cette démographie particulière de Montpellier. Alors dans cette trentaine de communautés d'églises différentes protestantes qui existent à Montpellier, certaines sont petites et comptent simplement une dizaine de membres. D'autres, les plus dynamiques, peuvent accueillir jusqu'à 400 personnes lors d'un culte le dimanche matin. Il faut signaler ici, parmi ces plus grandes églises, les églises pentecôtistes, qu'on appelle les assemblées de Dieu, qui ont construit leur grand temple du côté de Richter. Et ces églises qui sont longtemps passées inaperçues, ces églises évangéliques, qui se réunissent ici plutôt dans des garages, ont maintenant acquis une certaine visibilité. Je vous en donne deux exemples. Elles se sont regroupées au sein d'une pastorale protestante évangélique qui organise tous les 2 ans, dans la grande salle du Quorum, un rassemblement commun. L'Assemblée de Dieu, en 1998, avait fêté le 50aire de son implantation à Montpellier dans la salle Berlioz, qu'elle avait louée spécialement et qu'elle avait remplie. Et le maire, Georges Frêche, à l'époque, n'avait pas manqué de saluer l'événement. Il avait aussi, bien sûr, il en avait profité pour témoigner de son attachement à la pluralité religieuse à Montpellier. Et puis, autre exemple, une manifestation, alors que vous avez peut-être vu, qui peut paraître un peu exotique, puisque ça ressemble plus à une forme de piété américaine, c'est le défilé que l'on appelle la Marche pour Jésus, ou Jesus Pride. Initiative donc d'églises évangéliques protestantes ouverte à tous les chrétiens pour témoigner publiquement, collectivement et de manière festive de leur foi. Voilà. Et donc, à travers ces éléments, à travers ce panorama, j'espère avoir montré comment le protestantisme avait su finalement insuffler une petite musique différente, alors même qu'il s'agit d'une communauté finalement parfois peu connue, méconnue, qui a eu son épisode majoritaire, mais très lointain, au début du XVIIe siècle, qui est aujourd'hui, bien sûr, très minoritaire, mais qui continue probablement à insuffler cette petite musique dans notre histoire montpelliéraine. Voilà, je vous remercie. Alors, s'il y a des questions... Voilà, nous avons maintenant le temps des questions. Oui.
ou des remarques, des compléments, voilà, si vous le souhaitez. Bon, l'exposé avait l'air clair. Donc, merci à vous et bonne soirée. Au milieu, là, vous avez des questions quand même. Si, oui, monsieur. Oui, bonjour, merci pour cet exposé intéressant, tout à fait. Vous avez dit au départ que les conversions étaient le fait d'un certain nombre de gens de milieux culturels élevés dont on peut penser qu'ils avaient une ouverture d'esprit aux nouveautés et à la réflexion intellectuelle de l'époque, mais qu'il y avait aussi toute une série de paysans ou autres. Et est-ce que vous pouvez comprendre pourquoi ceux-là ont été attirés par le protestantisme? Et puis, deuxième question, si je peux, dans l'habitat du XVIIe, XVIIIe siècle, dans les hôtels particuliers, y a-t-il une trace d'une architecture protestante ou non? Alors, excellente question, mais ce qui supposerait bien sûr de définir qu'est-ce que l'on peut appeler architecture protestante, surtout en matière civile. Vous voyez, là, c'est très compliqué. Donc il n'y a pas vraiment de réponse, si ce n'est qu'on pourrait peut-être essayer de chercher du côté des éléments de décor, où l'on pourrait privilégier des décors bibliques. Alors par exemple, on connaît, alors non pas à Montpellier, mais à Saint-Hippolyte-du-Fort, petit village donc à la limite entre le Gard et l'Hérault, une très belle maison qui a été ornée au-dessus les médaillons au-dessus des cheminées représentent justement des scènes bibliques. Alors voilà peut-être des éléments de décor qui pourraient être particulièrement marqués protestants. Sinon après pour l'architecture civile, non, il n'y a pas d'éléments particuliers. D'ailleurs on le voit dans les constructions qui sont faites au XIXe siècle par la bourgeoisie protestante. Rien ne distingue un hôtel particulier de protestant d'un autre. C'est pour ça que j'ai pu commencer par ce paradoxe, c'est que finalement, au niveau architectural, dans le patrimoine, le protestantisme laisse très peu de traces. Alors ça, c'était pour la deuxième partie de votre question. Pour la première partie, donc concernant l'attrait que peut présenter le protestantisme pour différentes classes sociales, il faut bien sûr le mettre en contexte. Le XVIe siècle est un siècle, on pourrait dire, de crise du sacré. Non pas une crise de la foi, mais plutôt une crise du sacré. Qu'est-ce qui incarne le mieux, qu'est-ce qui porte le mieux le sacré? Est-ce que c'est finalement l'Église catholique, avec ses défauts? Et en particulier, on va mettre en avant les mœurs du clergé, que l'on peut critiquer, par exemple les mœurs du haut clergé, des évêques, que l'on ne voit jamais dans leur diocèse. On peut critiquer les mœurs du bas clergé, donc des prêtres qui vivent finalement comme tout un chacun, peut-être en s'adonnant aussi aux vices de tout un chacun, le jeu, la boisson, des prêtres qui peuvent aussi avoir femmes et enfants. Donc, vous voyez, il y a des critiques sur l'institution. Mais en même temps, cette institution, elle peut se réformer. Donc ces critiques peuvent aussi tomber, ça peut être des critiques secondaires. Donc il y a plus que ça, il y a bien sûr l'angoisse très forte par rapport au salut. Alors évidemment, c'est une question qui, pour nous, aujourd'hui, paraît très lointaine. Lorsqu'on regarde aujourd'hui les enquêtes sur les sondages sur les croyances des personnes, aujourd'hui, l'angoisse du salut n'est plus du tout une récurrence, une réponse qui est donnée. Et or, au XVIe siècle, l'angoisse du salut est quelque chose de très important. C'est d'ailleurs par cela que commence la réforme de Luther. Il critique très fortement la vente des indulgences. Des indulgences qui sont en quelque sorte des remises de peine pour l'au-delà.
si l'on paye, et en particulier si l'argent que l'on donne sert à la construction des belles églises, et en particulier donc de Saint-Pierre de Rome. Donc voilà un autre élément qui est beaucoup plus important. Donc le protestantisme, dans ce cadre-là, apporte une réponse différente, mais une réponse peut-être plus claire pour certains par rapport au salut, c'est-à-dire que c'est la foi qui sauve. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième aspect. Troisième aspect qu'il faut voir aussi, c'est que le XVIe siècle correspond à une relativisation de l'institution d'Église. On pourrait dire que le protestantisme répond aussi à ce besoin, il répond au besoin d'autonomisation des individus. Et donc, c'est aussi pour ça que, vous voyez, à travers ces différents points, on peut comprendre comment le protestantisme se diffuse. Alors, on peut aussi dire de manière plus générale, de toute façon, qu'il y a une énigme dans la conversion des individus. Il ne faut pas du tout penser qu'on peut répondre à toutes les questions. Et ça, on le voit très bien lorsque les historiens se sont demandé pourquoi certaines régions passent au protestantisme et d'autres non. Alors on a essayé bien sûr, on a cartographié toutes les régions, et puis on a essayé de voir si on pouvait trouver des éléments de comparaison. Pourquoi, par exemple, en Provence, le protestantisme se diffuse mal, sauf dans le Luberon. En Normandie, le protestantisme se diffuse très bien. Alors bien sûr, les Cévennes, là le protestantisme s'implante très fortement. Certains, par exemple, vous en avez peut-être entendu parler, ont essayé de faire une filiation entre les cathares et les protestants. Sauf que ça ne correspond pas aux mêmes régions. Donc voilà, vous voyez, et donc finalement, il faut aussi avouer que face au phénomène de conversion, si on peut décrire un contexte, ça ne permet pas de tout expliquer, et en particulier, ça ne permet pas forcément d'expliquer les différences régionales. Quand on regarde la carte de l'implantation du protestantisme, on s'aperçoit que le protestantisme va surtout former une sorte de croissant dans le sud du royaume, ce que certains historiens ont appelé le croissant huguenot, qui part finalement du Poitou, et puis qui descend, et puis qui remonte la vallée du Rhône, la Drôme, qui remonte jusqu'à Lyon. Et donc on a une sorte d'écharpe ou de croissant qui prend tout le royaume de France comme ça en écharpe. Alors pourquoi le protestantisme s'est-il particulièrement implanté? Pourquoi surtout a-t-il particulièrement résisté dans cette région-là? Alors qu'en Normandie, le protestantisme va disparaître. En Bretagne, le protestantisme s'implante, mais là, c'est un protestantisme d'élite uniquement. C'est un protestantisme des châteaux, un protestantisme de la noblesse. Par contre, le protestantisme ne perce pas dans les classes rurales bretonnes. Vous voyez, donc, on peut donner un certain nombre d'explications, et en même temps, il faut aussi avouer qu'on ne sait pas. Oui, bonsoir, vous me tendez la perche à la question à laquelle je voulais vous poser. Nîmes, est-ce qu'il y avait une rivalité entre Nîmes et Montpellier? Le pourcentage des protestants à Nîmes était-il plus important que chez nous? Alors, en effet, il va y avoir une très forte implantation aussi du protestantisme à Nîmes. Nîmes aussi va devenir une ville dominée par le protestantisme. Nîmes va aussi avoir une académie protestante. Donc on peut comparer très bien la première partie de cette histoire. Là où il y a une très forte différence entre Montpellier et Nîmes, on pourrait dire c'est sur la seconde partie. Le protestantisme à Nîmes va beaucoup mieux résister numériquement. Ce qui fait que quand on sort de la période du désert, le protestantisme à Nîmes représente plus de 30% de la population. Alors qu'à Montpellier, le protestantisme est tombé à 7%. Voilà une différence fondamentale. Vous voyez, alors non pas tellement sur la première partie de la période, mais plutôt sur la suite.
Et ce protestantisme à Nîmes est donc plus important. Il va donc y avoir... c'est pour ça que Nîmes va en quelque sorte capturer ce surnom de Petite Genève. C'est Nîmes qui après va être très largement surnommée la Petite Genève du Languedoc. Donc de ce point de vue-là, voilà, il y a une réelle... on pourrait dire une réelle différence entre Montpellier et Nîmes. Et Nîmes, finalement, a l'avantage par rapport à Montpellier sur le 19e et le 20e siècle. Voilà. Alors, ce qui, du coup, induit aussi dans la vie même de la ville, des choses différentes. Par exemple, Nîmes va être marqué par un épisode de violence en 1815, au moment de la chute de Napoléon Ier et du retour des Bourbons, de l'avènement de Louis XVIII. C'est ce que l'on appelle un épisode de terreur, ce qu'on appelle la terreur blanche. Blanche parce que royaliste. Voilà. Une violence des catholiques vis-à-vis des protestants à Nîmes, parce que les protestants sont considérés comme ayant pris fait et cause pour la Révolution française et pour Napoléon. Et donc le retour de la monarchie des Bourbons en 1815, ce serait donc en quelque sorte la revanche des catholiques. Il y a aussi, après cet aspect donc politico-religieux, il faut aussi ajouter là-dessus un aspect social aussi qui est net, parce qu'à Nîmes, il y a un certain nombre de patrons protestants, et donc il y a aussi une rancœur des ouvriers catholiques vis-à-vis de ces patrons. Donc on a ces éléments-là. Dernière anecdote, pour vous montrer l'importance aussi du protestantisme à Nîmes. À l'Académie de Nîmes, vous savez, cette société savante très ancienne qui a été fondée au XVIIe siècle à Nîmes, au XIXe siècle se met en place une sorte d'équilibre en 3 tiers. Un tiers de catholiques, un tiers de protestants et un tiers de sauvages, où peuvent donc rentrer les libres penseurs et les non-chrétiens. Donc, vous voyez, c'est pour vous montrer finalement que cette différence, elle existe. On pourrait donner comme ça d'autres exemples, mais plutôt sur la période contemporaine. Autre question, oui, ou madame? Bonjour, merci pour votre conférence. Je voudrais vous demander pourquoi il y avait la fac de théologie avant que de ça à Montpellier. Pourquoi elle était à Montauban? Comment tu t'es resté? Est-ce que cela en rapport avec la naissance de celui qui a signé l'édit de Nantes? Oui, alors pourquoi c'est une très bonne question. Pourquoi une faculté de théologie est-elle implantée à Montauban et puis après à Montpellier? Alors, les facultés de théologie sont... enfin, tout est remis à plat, on pourrait dire, dans notre système universitaire par Napoléon. C'est Napoléon qui remet tout à plat, comme il réorganise, on pourrait dire, l'ensemble des structures politiques et sociales. Et donc, il va créer ce qu'on appelle l'université impériale. Et dans ce cadre-là, puisqu'il a aussi instauré un régime concordataire, c'est-à-dire des liens entre l'État et les églises, il faut donc former les clergés, former bien sûr les pasteurs, donc protestants, et Napoléon décide de créer des facultés de théologie dans des endroits qu'il estime, lui, stratégiques, c'est-à-dire des endroits périphériques. Il va donc choisir d'un côté Strasbourg et de l'autre Montauban. Montauban qui est une petite ville, il faut le dire, en 1808, lorsque s'ouvre la faculté de théologie protestante, une petite ville un peu endormie et surtout qui n'est pas une ville universitaire puisque l'université est à Toulouse. Et c'est justement cette raison qui explique le transfert de la faculté de Montauban. C'est qu'un siècle plus tard, on s'aperçoit que former des futurs pasteurs
dans une petite ville, c'est pas forcément très stimulant au point de vue intellectuel. Et donc on cherche à déplacer la faculté de théologie vers une ville universitaire. Et le choix donc hésite entre Toulouse et Montpellier, et les circonstances pratiques et puis aussi un peu stratégiques pèsent pour Montpellier. Et c'est donc juste après la Première Guerre mondiale qu'est ouverte la faculté de théologie de Montpellier. Voilà. Autre question, oui. Bonjour. Est-ce qu'il y a eu une émigration protestante en provenance de Montpellier vers l'Angleterre, les États-Unis, la Prusse, etc. Alors, en effet, à partir avec la révocation de l'édit de Nantes, lorsque le protestantisme est donc interdit officiellement, les protestants ont en quelque sorte deux choix, soit celui de se convertir au catholicisme, on les appelle dès lors des nouveaux catholiques, soit s'ils refusent, ils vont essayer d'émigrer. Alors, surtout que ce n'est pas facile à l'époque, puisqu'il est interdit par la révocation de l'édit de Nantes d'émigrer. Si on émigre, les biens sont confisqués. Et donc on va avoir quand même, malgré tout, un certain nombre de protestants qui vont partir vers ce qu'on appelle les pays du refuge, ce qu'on appelle le refuge huguenot. Alors c'est surtout, bien sûr, la Suisse, l'Allemagne, les Pays-Bas et l'Angleterre. Voilà. Donc on va avoir une émigration dans ce sens-là. On aura après aussi des mouvements dans l'autre sens. Et ça, on le voit très bien à la fin du XVIIIe siècle et au XIXe siècle, puisque les protestants qui étaient partis de Montpellier avaient finalement tissé des liens avec d'autres pays, tout en gardant souvent des liens avec Montpellier. Vous voyez, on va donc avoir, à partir du moment où les persécutions disparaissent, à la fin du XVIIIe et au XIXe siècle, on va aussi avoir des mouvements d'émigration dans l'autre sens, ce qui fait qu'on va avoir par exemple des noms à consonance étrangère que l'on retrouve de manière très importante dans le protestantisme du XIXe siècle. Ce sont les Lénard, les Liechtenstein, les Westphal, voilà, qui sont des noms à consonance germanique, qui montrent bien que ce sont des commerçants qui viennent s'installer. Ils s'installent à Montpellier, ils s'installent aussi à Sète. À Sète, on les appelle de manière plus générale les Hanovriens, parce qu'ils viennent souvent de la ville de Hanovre. Enfin, c'est aussi une appellation un peu générique, pour dire de manière plus générale, tous les ressortissants allemands. Donc c'est vrai qu'à partir du moment où la ville est commerçante, elle attire de manière assez importante. Et donc on voit comment les liens se tissent, ce qui permet de relativiser une idée que les historiens ont souvent montée un peu en épingle, c'est-à-dire l'idée selon laquelle la révocation de l'édit de Nantes aurait forcément appauvri le royaume de France. C'est en faisant partir, évidemment, c'est souvent les gens les plus dynamiques qui partent. Donc là, évidemment, les protestants les plus dynamiques, en quelque sorte, pouvaient partir. Et donc, on a souvent dit que ça avait appauvri de manière importante le royaume de France. C'est d'ailleurs l'un des arguments de Vauban pour dire qu'il faut autoriser le protestantisme. Alors la difficulté de cette idée, c'est que c'est difficile à évaluer, cette perte économique, en quelque sorte. Et puis, surtout, on a plutôt tendance aujourd'hui à la relativiser justement en montrant les liens que ça a permis de tisser avec les pays étrangers. Oui, moi je voudrais vous questionner sur deux points. Dans les origines du protestantisme à Montpellier, vous avez signalé comment il y avait ce besoin de réforme de l'Église catholique elle-même. Hein. Et donc, l'autre point, c'est le rôle du pouvoir royal et inversement du rôle que des protestants de Montpellier ont pu avoir vis-à-vis du pouvoir royal. Alors, je prendrai deux exemples pour illustrer ces deux aspects.
Vous avez parlé de Jean Bocot, qui était donc l'un des 4 médecins du Collège royal de médecine de l'époque. Et donc pour son concours, il était en compétition avec un catholique. Et je passe sur les péripéties, il a dû repasser le concours. Et à l'époque, il avait été soutenu par l'évêque humaniste, dont j'ai oublié le nom. Hein. C'est Guillaume Pélissier. Voilà. Ouais, Pélissier, oui, tout à fait. Donc là, on voit un exemple, donc un évêque humaniste. On voit l'exemple, mais il n'était pas le seul, hein, un certain nombre de responsables catholiques n'étaient pas si défavorables que ça à cette réforme calviniste. Le deuxième aspect des choses sur le pouvoir royal, on voit déjà que ces 4 professeurs du Collège royal, donc Jean Bocot, Rondelet, et puis 2 autres dont le nom me reviendra, ce sont des professeurs royaux, c'est-à-dire qu'ils sont payés par le roi, c'est une chaire royale. Et ils sont tous les 4 protestants, hein. On est là vers 1560, 1570, 1550 même. Et puis, si on prend l'exemple de Pierre Bocot, donc qui est le fils de Jean Bocot, qui a été conseiller à la Cour des aides, des comptes et des finances, il a été nommé par Henri IV à la chambre de l'édit mi-parti de Castres, qui arbitrait les différends entre protestants et catholiques. Et comme il avait rendu de bons services dans un procès de régicide, il est nommé par Henri IV premier président de la Cour des aides, des comptes et de la Cour des aides, hein, alors qu'il était très jeune. Donc voilà, je voulais signaler un peu ce rôle du pouvoir royal. Tout à fait. Alors, vous avez tout à fait raison d'indiquer que, bien sûr, les choses se passent souvent en douceur, hein, c'est ce que j'ai voulu montrer, même si, bien sûr, il y a quand même conflits, violences, guerre de religion. J'insiste juste là pour répondre sur les 2 dates qui me paraissent importantes. Hein. C'est 1517, naissance du protestantisme, officiellement, avec Luther, et 1560, création d'une église réformée à Montpellier. Alors, vous voyez, sur cette période-là, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on est sur une période d'entre-deux, qui est particulièrement intéressante pour les historiens, parce qu'on voit là, justement, la naissance d'une confession différente. Hein, comment est-ce qu'on arrive, finalement, à sortir du catholicisme pour créer une confession différente ? Alors, vous voyez, les choses se font par étapes, et finalement aussi, alors bien sûr, au départ, les idées luthériennes sont des idées de réforme, qui peuvent être accueillies d'ailleurs de manière plus ou moins positive, ce qui explique que l'évêque, par exemple Guillaume Pélissier, soit lui assez ouvert, il ne cherche pas à condamner tout de suite. On est dans vraiment un mouvement de bouillonnement intellectuel, hein, de retour aux sources. Avec la Renaissance, on cherche à retrouver les textes anciens, donc on va relire les textes de la Bible. Et puis ce qui se passe, c'est qu'il y a, bien sûr, il y a cristallisation des identités différentes. D'abord parce que le Vatican, la papauté, va condamner les idées de Luther. Et donc finalement, le protestantisme va se constituer de manière à la fois positive, par ce qu'il affirme, et puis aussi de manière négative, par le fait qu'il est rejeté et condamné par le catholicisme. Hein, on a parlé donc de ce mouvement, c'est un mouvement à la fois de réforme, et dans le catholicisme, on a donc un mouvement de contre-réforme. Contre-réforme, c'est bien contre la réforme protestante. Et c'est ça qui fait qu'on a donc cette période assez flottante, vous avez tout à fait raison de le dire, et qui se termine, on pourrait dire, par la cristallisation et la naissance du protestantisme à Montpellier en 1560. Alors là, les choses vont se séparer de manière plus nette. C'est-à-dire qu'on va vraiment, finalement, le groupe informel, ceux qui adhéraient aux idées luthériennes, va se transformer en vraiment une communauté ecclésiale différente. Donc là, on passe un cap en 1560.
Et du coup, le phénomène se repère par des signes un peu concrets. Par exemple, on va prier en français en abandonnant la plupart du temps les prières en latin. On va chanter non plus les chants catholiques, mais plutôt les psaumes qui ont été traduits en français. On va, puisqu'il y a condamnation du culte des saints, bien sûr, on ne fête plus dans la communauté protestante les saints. Du coup, on n'a pas les mêmes fêtes chômées que les catholiques. Du coup, à ce moment-là, par exemple, si on tient boutique, eh bien, la boutique reste ouverte, alors que la boutique catholique voisine est fermée. Il y a aussi un indice qui est un peu amusant, c'est dans les prénoms. Très souvent, les protestants vont choisir des prénoms un peu différents, des prénoms tirés de l'Ancien Testament. Donc plutôt David, Isaac, Daniel. Les prénoms du Nouveau Testament, comme Jean, Pierre, Jacques, eux, sont du coup plutôt des prénoms catholiques. Donc vous voyez comment ça se traduit par des petits éléments. Voilà. Et finalement, on a cette période, c'est pour ça que les choses, il faut bien le voir, elles peuvent être à la fois très violentes, c'est les phénomènes des guerres de religion, et en même temps, tout en mesure, tout en nuance. Et donc vous avez très bien fait là de signaler. On a encore une question là, la dernière question. Allez, la dernière Oui, la dernière question. Excusez-moi, monsieur, c'est enregistré, donc en fait, il faut un micro. Voilà, et donc il y a déjà une question, il me semble, qui est posée. Voilà, donc ça sera la dernière question. Oui. Après les précisions que vous avez apportées tout à l'heure sur Nîmes, quels étaient les choix historiographiques qui vous ont fait préférer justement Montpellier à Nîmes comme sujet d'étude ? Je vais vous répondre très simplement. Il s'agit d'une commande. Voilà. Les historiens profitent des anniversaires. Alors les commémorations, c'est sûr que ça nous donne des sujets à travailler. Les commandes comme celle-là, ça nous donne des sujets qui nous donnent bien sûr une certaine visibilité et qui nous donnent donc le plaisir d'avoir un public nombreux. Voilà tout simplement les raisons.